Si tu veux percer dans le MMA, il n'y a qu'un seul endroit où tu peux trouver la fortune, la gloire et laisser un héritage. C'est juste là, en dehors de l'octogone, vers l'or de l'UFC. C'est le plus grand moment de ta carrière de combattant. En 2022, l'UFC a enregistré un nouveau record avec 387 millions de dollars de bénéfices. Je viens pour l'argent, espèce de merde. Tout en réduisant la paie des combattants de 32,8 millions de dollars. Je conduis pour Uber. Je gagne un peu des tournois de Jiu-Jitsu pour aider. Alors, qu'ont fait les combattants à ce sujet? Un recours collectif a non seulement permis d'obtenir des informations précieuses sur les finances de l'UFC, mais aussi offert aux athlètes une opportunité de changer la dynamique entre les deux parties. Pour toujours. Mais comme vous allez l'apprendre au fil de cette vidéo, l'UFC gagne toujours. Vous n'aimez pas la façon dont on paye nos boxeurs? Tant pis pour vous. Sous la propriété de Zuffa, l'UFC fonctionnait comme une entreprise privée, dissimulant une grande partie de ses opérations financières. Cependant, avec un nouveau propriétaire en place, et au milieu d'un recours collectif, ces informations sont désormais devenues publiques. Mais le débat est clos. Nous avons des documents judiciaires, année après année, avec une intention explicite, rédigés dans le langage de l'UFC, pour dire « nous voulons le maintenir à environ 20%. » Selon le recours collectif, l'UFC détient environ 90% des parts du marché, tant au niveau national qu'international dans le MMA. Cela leur donne un contrôle considérable sur les salaires dans ce marché, car cela limite la croissance potentielle de toute nouvelle organisation concurrente. En 2019, un autre procès a révélé que même si Bellator versait la totalité de ses revenus en salaire pour les combattants, il ne pourrait ne payer que la moitié du salaire moyen de l'UFC. Pendant ce temps, les salaires ne représentent qu'environ 20% des dépenses de l'UFC, ce qui rend toute concurrence impossible. Pour creuser encore davantage l'écart entre l'UFC et les autres organisations, Dana a mis en place une contre-programmation. Lorsque Affliction a organisé son premier événement en pay-per-view, Dana a programmé le champion Anderson Silva pour mettre KO James Irvin à la télévision gratuite afin de faire chuter les audiences d'Affliction. L'UFC n'a pas apprécié que nous entrions dans le business du MMA. En réalité, nous ne cherchions pas à les concurrencer. Nous voulions simplement vendre quelques t-shirts. Et tout se passait bien jusqu'à ce que cela devienne une question de compétition. Et puis, vous savez, les choses ont commencé à se dégrader. Nous étions désormais face à un requin et nous étions des poissons rouges. Aujourd'hui, l'UFC détient 88% des 10 meilleurs combattants mondiaux, toutes catégories confondues, et 74% des 25 meilleurs, ce qui rend impossible pour quelqu'un de trouver la compétition nécessaire pour être classé numéro 1 sans signer avec l'UFC. Dana l'a dit lui-même, toute personne pensant pouvoir rivaliser était stupide. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait aller chercher quelques autres pilotes et lancer notre propre ligue de course pour concurrencer NASCAR. Quelqu'un veut se joindre à moi? Bien sûr que non. Ça serait une idée totalement ridicule. Mais les gens pensent qu'ils peuvent le faire avec l'UFC. Si une promotion devenait trop grande, Dana la rachetait. S'il ne pouvait pas l'acheter, il achetait leur talent. Et s'il ne pouvait pas acheter leur talent, il utilisait sa plateforme pour les dévaloriser rapidement. Et là, j'entends juste des absurdités. Ça. La raison pour laquelle il est allé à un UFC, c'est parce qu'il a entendu que je voulais qu'il aille au World Series of Fighting. Je me fiche complètement d'où il va. Et ensuite, il est allé battre Fabricio Werdum. Il a perdu contre Werdum. Je veux dire, il a perdu contre Werdum, perdu contre Silva et perdu contre Dan Henderson. Tu vois, les gens viennent sur mon Twitter en disant « Oh, tu manques de respect au plus grand combattant de tous les temps. » Écoutez, vous vivez dans ce mythe depuis trop longtemps. Pour comprendre la situation dans laquelle se trouvent les combattants de l'UFC aujourd'hui, il faut examiner l'expérience des boxeurs il y a plusieurs décennies. Et les affaires tristement célèbres de Don King. Et Don, pourquoi as-tu volé Mike Tyson et Muhammad Ali comme Barack Obama nous a volés? Parce que je les aime. Je les aime et je trouvais ça tellement gentil qu'ils me donnent l'opportunité de les rendre riches pour que je puisse les voler ensuite, parce qu'ils étaient pauvres quand ils sont venus à moi. Parmi ces nombreuses affaires douteuses, Don King contrôlait les ceintures de champion, à la fois en tant que promoteur et manager. Si l'un de ses boxeurs devenait champion, King exigeait que tout boxeur souhaitant affronter son champion signe d'abord sous sa gestion, lui accordant ainsi les droits de promotion sur tout futur titre mondial dans cette catégorie. Cela réduisait les salaires des boxeurs et les forçait à accepter des contrats coercitifs qui versaient la majeure partie de leur argent à King. Mon frère noir, c'est juste un homme mauvais, un vrai sale type. Il t'a maltraité et il tuerait sa propre mère pour $1. Pour mettre fin à cela, la loi Ali a été adoptée, séparant légalement les titres mondiaux des promoteurs.
ce qui signifie que les titres mondiaux sont désormais des organisations indépendantes comme la WBO et la WBA. En théorie, les boxeurs peuvent gravir les échelons de ces organisations pour devenir des challengers obligatoires, puis les promoteurs enchérissent pour organiser le combat. Les revenus leur appartiennent. Ce n'est pas à moi. Je fournis un service. Je ne devrais pas récupérer les revenus qu'Anthony Joshua gagne après un combat. Pourquoi le devrais-je? En tant que sport nouveau et indépendant, le MMA n'est pas soumis aux mêmes restrictions, ce qui signifie qu'ils peuvent à la fois détenir le titre mondial et avoir des droits exclusifs sur tous les combattants de leur effectif. Dana White gérait même des combattants comme Tito Ortiz, mais il ne le fait plus en raison du conflit d'intérêts flagrant. Pourtant, Dana entretient des relations avec d'autres managers et promoteurs qui lui servent d'intermédiaire lorsqu'il s'agit de signer de nouveaux talents. Et personne ne veut jamais se considérer comme une ligue de développement pour l'UFC. Oui, c'est ça, vous êtes tous des ligues de développement pour l'UFC, d'accord? Prenez l'exemple de Graham Boylan, président et propriétaire de Cage Warriors. Boylan n'a pas seulement une organisation qui décerne ses propres titres, il gère aussi des combattants au sein de cette même organisation. Et, sans surprise, les combattants que Boylan gère deviennent souvent champions de Cage Warriors, puis ils arrivent à l'UFC comme champions. On pourrait supposer que cette relation entre Boylan et l'UFC profiterait au moins aux combattants. Cependant, même des noms comme Paddy Pimblett, qui sont bien connus sous la gestion de Boylan, signent encore des contrats minimum à 12 000 $ pour se présenter et 12 000 $ de plus s'ils gagnent. Alors, pourquoi les combattants prennent-ils même la peine de signer avec des managers? Ils se disent « Oh, l'UFC veut Sean O'Malley, je vais aller voir son management. » Et ensuite, leur management prend 20%, 15%, peu importe, juste pour me parler de l'offre, pas pour faire quoi que ce soit, juste pour dire « Eh, l'UFC a appelé, tu veux faire ce deal ?» Je réponds « Bien sûr. » Si un combattant vient du Royaume-Uni, sa meilleure chance d'être remarqué par l'UFC est de signer avec Cage Warriors. En fait, plus de 95% des combattants britanniques actuellement à l'UFC ont un jour été signés chez Cage Warriors. Et quel est le meilleur moyen d'intégrer Cage Warriors et de se battre pour un titre? C'est d'avoir son président, Graham Boylan, comme manager. Eh bien, l'autre aspect, c'est que le manager finit par agir comme un gardien d'accès à l'UFC où les matchmakers se tournent alors vers le manager en mode « Tu sais, montre-moi ce que t'as ». En échange de la signature de nouveaux talents avec des contrats peu coûteux, Dana White et l'UFC diffusent les événements de Cage Warriors sur Fight Pass et font la promotion de l'organisation Tremplin sur leur page Instagram, augmentant ainsi la popularité et les revenus de Cage Warriors, ce qui en fait une entreprise bien plus rentable pour Graham, sans aller jusqu'à faire quelque chose d'aussi flagrant que de lui faire un chèque au nom de l'UFC. Pour tous les combattants, il les signe à un tarif fortement réduit. Par exemple, dans le monde de la boxe, on ne peut pas être à la fois manager et promoteur. Tu ne peux pas. Et c'est justement le problème que j'ai soulevé la semaine dernière avec Graham Boylan, qui gère tous ses combattants, les signe chez Cage Warriors, les signe dans son équipe de management, puis les envoie à l'UFC. Cependant, il n'y a pas que Cage Warriors et le Royaume-Uni qui sont pris dans l'étau de l'UFC. De nombreux pays connaissent une dynamique similaire, avec un seul grand événement régional servant de tremplin vers l'UFC. Mais quels sont les arguments en faveur de l'UFC? Après tout, les combattants gagnent toujours plus que la personne moyenne et ils ne combattent que quelques fois par an, non? Alors, voici ce que gagne un combattant de l'UFC comparé aux citoyens moyens des États-Unis, américains. Cependant, il est important de se rappeler que les combattants ont les mêmes dépenses que tout le monde, mais doivent aussi payer des entraîneurs, des partenaires d'entraînement, des nutritionnistes, des kinésithérapeutes et d'autres coûts liés au statut d'athlète professionnel. Et des rapports de l'avocat spécialisé en réglementation sportive Eric McGracken ont montré que la carrière moyenne à l'UFC durait entre 31 et 41 mois. Et comme il n'existe aucun régime de retraite à l'UFC, leur bourse doit leur suffire non seulement pour cette année-là, mais pour le reste de leur vie. C'est une chose que je disais à mon mari, tout le monde t'adore quand tu es sur le ring ou à la scone et que tu te bats, mais est-ce que l'un de ces gens sera là pour toi ou pensera à toi, ne serait-ce qu'un peu? Une seule seconde de la journée quand tu auras 90 ans et que tu devras encore faire face à tout ce que tu as vécu? Mais qu'en est-il de toute la promotion dont bénéficient les combattants? La carrière d'Alex Pajero a reçu un énorme coup de pouce, passant de débutant à champion en seulement 12 mois. Bien que ce coup de projecteur soit réel pour certains athlètes, beaucoup enchaînent les victoires sans jamais avoir la chance de disputer un titre. Non seulement la quantité de promotion que reçoivent les combattants varie énormément, mais il est parfois difficile de voir en quoi certaines journées médias peuvent être considérées comme de la promotion. Alors imagine ça. Tu es au sommet.
Tu écrases tout le monde dans la division. Et ensuite, tu apprends que le PDG ou le patron décide de supprimer cette putain de division parce qu'elle ne rapporte pas d'argent. Mais est-ce que tout cela prend en compte les bonus? Je veux dire, on a tous entendu parler des bonus de vestiaire donnés aux combattants en coulisses pour de bonnes performances, non? Tu as eu la performance de la soirée par ici. Tu as eu la performance de la soirée. Tu as eu mieux que ça, ouais. C'est ça, t'es bon. Tu es sérieux? Je suis sérieux, mec, t'as eu 15. C'est ça, t'es bon. Tu mens, mec? Non, c'est vrai, t'es bon. Eh bien, les 20% de rémunération révélés par le procès antitrust incluent en réalité bon nombre de ces bonus. Et les combattants soutiennent que ces bonus ne couvrent même pas ce qu'ils devraient toucher à la base. Et ça continue de croître. Et ils mettent en place d'autres petits bonus débiles. 5 000 $ ici, 5 000 $ là, 50 000 $, mec. On est bloqué là-dessus depuis 20 ans. Malgré cela, les combattants au sommet ne gagnent-ils pas beaucoup d'argent? Pourquoi un combattant en préliminaire dont personne n'a entendu parler devrait-il gagner plus que ce qu'il rapporte? Eh bien, l'accord de diffusion de l'UFC avec ESPN signifie qu'ils doivent organiser un certain nombre d'événements chaque année. Ces événements doivent comporter de nombreux combats pour permettre suffisamment de temps publicitaire. Cela signifie qu'ils doivent inclure des combats mineurs tout au long de la soirée. Quelle est la valeur d'un combattant? Un combattant individuel n'a presque aucune valeur, généralement parce qu'ils sont très interchangeables. Mais tous ensemble, nous connaissons leur valeur. Elle est d'au moins 300 millions de $ pour ESPN. Soit tu es à l'antenne et on vend de la publicité autour, soit tu ne l'es pas. Et c'est toute la différence. Mais si les combattants de l'UFC sont si mécontents de leur rémunération, pourquoi ne se battent-ils pas ou n'attendent-ils pas la fin de leur contrat pour aller ailleurs? Même si les promotions avaient les moyens de mieux payer le combattant moyen, les contrats de l'UFC rendent le départ très difficile. Ces contrats permettent à l'UFC d'ajouter des clauses contraignantes. Par exemple, prolonger la durée du contrat de 6 mois si un combattant refuse ou ne peut pas accepter un combat. Cela leur permet également de geler le contrat indéfiniment en cas de retraite ou de blessure. Non seulement la durée moyenne d'un contrat dépasse celle d'une carrière moyenne, mais l'UFC dispose également d'1 an pour égaler toute offre faite à un combattant, une fois le contrat terminé. Tout cela rend le départ de l'UFC non seulement financièrement difficile, mais aussi préjudiciable à la fenêtre athlétique d'un combattant pour la compétition. Ainsi, lorsque l'on a annoncé que non seulement les combattants avaient réussi à lancer un recours collectif contre l'UFC, mais qu'en plus, le juge exprimait publiquement son soutien en leur faveur, l'espoir renaissait à l'horizon. Les combattants étaient sur le point de changer non seulement l'UFC, mais aussi le paysage du MMA à jamais. Mais ensuite, tout s'est brusquement arrêté. L'UFC et les plaignants, un groupe de combattants dans une action collective, ont conclu un accord, oui. En mars 2024, les combattants et leurs représentants ont accepté un règlement de 335 millions de $. L'accord de règlement prévoit un paiement en espèces totalisant 335 millions de $ dans un fonds de règlement de l'UFC. Bien que ce soit une somme importante, elle est dérisoire comparée aux 4,5 milliards de $ qu'ils auraient pu obtenir s'ils étaient allés au tribunal. Mais ce que je dirais, c'est que c'est un jour sombre, très sombre pour l'ensemble du sport. Et en particulier pour ses participants les plus vulnérables. La raison pour laquelle cette somme n'est pas une victoire éclatante pour les combattants, c'est qu'ils avaient la possibilité de tout changer. Et une fois que l'argent du règlement sera réparti, beaucoup trouveront leur part décevante, compte tenu de ce qui était en jeu. Il y a environ 1200 combattants qui auraient pu recevoir de l'argent. Au final, certains recevront plus que d'autres, mais cela revient en moyenne à environ 280 000 $ par combattant, moins 30% sur toute la ligne. En fait, une autre méthode simple consiste à additionner tous les revenus que vous avez gagnés pendant la période de congé en tant que combattant et à en prendre environ 22-23%. Cela devrait correspondre au montant de votre compensation pour cette tranche. Mis à part le versement et quelques amendements temporaires au contrat qui ne devraient être respectés que pendant les 5 prochaines années, l'UFC s'en est sorti en fermant la porte à de futurs règlements. Vous devez renoncer à cette opportunité, celle de rejoindre toute future action collective en justice. S'il n'y a pas de syndicat établi ou si la loi Ali n'est pas étendue au MMA, comme c'est le cas pour la boxe, la rémunération des combattants restera ce qu'elle est pour un avenir prévisible. Sans intervention réglementaire, dans un espace relativement peu réglementé qu'est le Mixed Martial Arts, il est impossible de rivaliser avec l'UFC. Ils ont atteint le statut de monopole.
multiplié par 1 milliard. Ils sont intouchables. Il est impossible de rivaliser avec eux. Il semble que l'UFC soit incroyablement proche de réaliser l'affaire du siècle, un monopole et un monopsone sur le sport, à la croissance la plus rapide au monde, pour 335 millions. Alors pourquoi les combattants ont-ils accepté? Eh bien, techniquement, ils auraient pu perdre le procès et ne rien recevoir. Bien qu'avec un juge aussi publiquement favorable à leur cause, il semble qu'ils aient vu un gain modeste et perdu de vue l'ensemble du tableau. Mais peut-on vraiment leur en vouloir? Ce sont des personnes qui ont été sous-payées toute leur vie, à qui on a retiré des opportunités à la dernière minute, et à qui l'UFC a vendu mensonge après mensonge après mensonge. Peut-être que l'idée de finalement triompher d'eux semblait tout simplement trop belle pour être vraie. C'est absolument évident, grâce aux informations révélées par ce procès, que les combattants se font complètement arnaquer financièrement. Nous ne connaîtrions pas ces informations, et de manière aussi cohérente que nous les comprenons, si ce n'était grâce à l'avancée de ce procès. Et je l'ai dit la semaine dernière, le débat est passé de « Oh, il ne les paie sûrement pas aussi peu » à « D'accord, il les paie aussi peu, et en fait, c'est très bien comme ça. » Les gens peuvent dire qu'ils s'en fichent ou qu'ils acceptent ce fait. Mais cela peut être interprété comme de l'ignorance ou de la malveillance. L'UFC a perfectionné l'art d'empêcher les vrais journalistes de couvrir ce sport. Et cela signifie que les fans sont rarement conscients de l'ampleur et de la complexité du problème. Mais c'est principalement l'UFC qui expulse, retire les accréditations et se montre totalement hostile envers les médias, ceux qui ne se contentent pas de faire leur communication. Cependant, il reste une lueur d'espoir que des actions en justice puissent contraindre l'UFC à verser un pourcentage plus élevé de ses revenus aux combattants. Mais ce n'est rien de plus. Juste une lueur. Avec des combattants divisés, un journalisme moribond et un marché verrouillé, la maison de cartes de l'UFC n'est pas près de s'effondrer.